Donc, en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon petit livre que je vous recommande d'un universitaire américain qui étudie justement la mise en place des politiques, parce que tout ça a commencé aux États-Unis, des politiques contre les discriminations, c'est la fin des années 70. Et c'est exactement à la même époque qu'a commencé justement la politique économique qui a aggravé les inégalités sociales. C'est-à-dire que la lutte contre les discriminations, et cet auteur le démontre très bien, la lutte contre les discriminations a été le paravent, le cache-sexe d'un accroissement extraordinaire des inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de l'élite américaine qui a pris l'essentiel de la plus-value économique réalisée pendant 30 ans et qu'elle a habillé cette fantastique accroissement des inégalités par une lutte... Non, mais attendez. En gros, il dit qu'il y a une feuille de vigne idéologique pour ceux qui veulent s'enrichir. Mais évidemment, c'est démontré dans ce livre. C'est démontré admirablement. Et je crois que c'est exactement... Et je dis que les Français qui ont longtemps tardé à s'aligner sur la méthode américaine, au nom justement de l'égalité républicaine, ont fini sous la pression médiatique par s'aligner. C'est vous les pressions médiatiques, hein, c'est pas moi. Moi je suis un scientifique, vous êtes un média. On ne nie pas qu'il y ait des pressions des médias. Personne ici ne le dit. Je ne suis pas tout seul. Non, parce que dès qu'il dit quelque chose qu'il ne fait pas, il dit c'est la pression médiatique. Je ne suis pas tout seul. Vous êtes totalement dans les médias. Mais je ne suis pas tout seul. Vous m'accorderez que je suis pas tout seul. Dominique. Attendez, Nadir et ensuite Dominique. Nadir, ensuite Dominique et Anastasia. Concernant la signification du mot discrimination, la discrimination, c'est une volonté affichée ou non de responsables d'entreprise et d'autres de ne pas, par exemple, embaucher ou d'intégrer telle ou telle population. C'est la vie, pas forcément. C'est quand même profondément injuste. Mais la vie est injuste, Nadir. On peut essayer quand même de réparer les injustices. On le dit mieux quand on est nanti que quand on est... On peut quand même tenter de réparer les injustices. Nadir est jolie et elle est moche, c'est injuste. Mais Eric, on peut tenter de réparer les injustices. Oui, Anastasie est une jolie femme, il y a beaucoup de moches et c'est des catégories de population. Pas de compliments sexistes autour de cette table. Excusez-moi. Éric Zemmour, on va laisser... Si, il y a un grand rapport. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais que Nadir Djeddah puisse finir sa phrase. La vie est injuste, mais on peut essayer de lutter contre les injustices. Quand, par exemple, on a des groupes de population qui n'ont pas le droit, quand on a des groupes de population qui n'ont pas le droit d'intégrer certaines discothèques parce qu'ils sont d'origine arabe, quand, par exemple, vous avez dans l'intérim... On laisse finir. Non, Dominique, je peux vous dire une chose, dans l'intérim, on a enquêté il y a quelques années concernant l'intérim, et bien vous serez surpris d'apprendre plusieurs choses. Quand, par exemple, certains employeurs s'adressent à des directeurs d'agences intérim, leur disent, s'il vous plaît, je ne veux pas d'arabes et de noirs. Ça, c'est quand même injuste, quand même. Non, reconnaissez-le. Mais ils ont le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Non, c'est un délit aujourd'hui. Non, c'est un délit, Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un délit puni par la loi. Non, c'est un délit puni par la loi. Dans votre tête, vous êtes en 1830. C'est-à-dire que vous dites, je fais ce que je veux, je n'ai aucun compte à rendre, la loi n'existe pas, l'égalité n'existe pas, la République n'existe pas, la chose n'existe pas. Je fais ce que je veux. Non, la loi, heureusement, ça existe. Attendez, Dominique Volton, on va quand même répondre à Éric Zemmour pour que les téléspectateurs comprennent. Je voudrais bien parler parce qu'il a... Nadir va terminer. Je disais, c'est la loi. Interdit de ne pas embaucher en invoquant des critères, ces critères-là, critères d'origine, de nationalité, de religion et de sexe et d'âge, parce qu'il y a aussi des discriminations liées au sexe, à l'âge. Ça, c'est interdit. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics, quand je parlais tout à l'heure de la prise de conscience des pouvoirs publics, c'est pour ça que ces pouvoirs publics ont décidé que la discrimination était un délit et que c'était punissable par la loi. Dominique Volton et enfin Anastasie Tudiach, on en conclura parce que la plus grande discrimination, parce que là le discours a glissé, la plus grande discrimination pour l'instant, c'est la discrimination homme-femme dans les entreprises et dans la plupart des situations sociales. Donc je répète, parler des handicapés, qui subissent aussi une forte discrimination. Il y a les femmes, les handicapés, puis naturellement tout ce qui est d'origine ethnique et culturelle et religieuse. L'idée générale, c'est quand il y a trop d'inégalités dans une société, que ce soit ça ou autre chose, c'est tout à fait normal que la société, quelle que soit la nature de celle-ci, intervienne pour les réduire, sinon il n'y a pas de démocratie. La définition même de la démocratie, c'est qu'on essaye de réduire les inégalités. Alors, faut pas être pervers. Vous permettez, faut pas être pervers et dire que tout est inégalité. Peut-être que tout est inégalité, mais ça n'a pas de même sens. L'inégalité physique, ça n'a pas de même sens que l'inégalité sociale. Faut appeler. Vous permettez? Donc, premièrement, l'inégalité physique des femmes est également une inégalité sociale. C'est bien pour ça qu'on a pris des mesures depuis 50 ans pour essayer de réduire l'inégalité. Alors, la seule question de fond qui est intéressante et qui est constamment utilisée par les ultra-conservateurs, c'est de dire, à force de faire des politiques de rééquilibrage des inégalités, on va arriver à une société totalement politiquement correcte et on ne pourra plus rien dire et il n'y aura plus de différence. C'est vrai que c'est un danger réel. Permettez, c'est évidemment un danger théorique. Mais pour l'instant, sociologiquement, culturellement, idéologiquement, on n'y est pas encore. Qu'un certain nombre de groupes
utilise cette lutte pour l'inégalité pour réaffirmer et faire des lobbying parfaitement contestables, certains mouvements féministes, certains mouvements sur les handicapés, en fait, tout ce qu'on veut. C'est normal, mais c'est la vie sociale. Donc il faut leur dire, écoutez, vous avez le droit de lutter, mais au bout d'un moment, on a le droit d'exister, y compris sur la caricature qui était évoquée tout à l'heure, sur un texte de Laal. Donc autrement dit, entre le moment où on va dire, écoutez, cette vie est impossible parce qu'on ne peut plus rien faire, parce que dès qu'on fait quelque chose, on va bouger à l'intérieur des autres. On n'est plus politiquement correct. On n'y est pas encore. Mais les inégalités, et encore, nous sommes dans les pays les plus riches, les plus développés, les plus éduqués. Parler à des instituts, et à des profs du secondaire, et à des profs du supérieur, des inégalités sociales sur l'accès aux emplois supérieurs. J'ai dit ici que ce fois que les enfants des Outre-mer sont dans une situation d'inégalité extraordinaire par rapport aux grands emplois de la République, et on est en France, dans les Outre-mer. Donc c'est pour dire là que c'est un enjeu majeur. Donc quand on dit, ce que je veux dire par là, le problème principal, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur les inégalités, sur lesquelles on agit. Et quand on agit, je pense que ça mérite qu'on y fasse un effort de société et de solidarité, troisième concept de la République française. Et quand les inégalités sont un peu réduites, à ce moment-là, on se bat pour d'autres inégalités. Mais la lutte des inégalités, elle est infinie dans l'histoire des hommes. C'est même la première fois depuis même pas 150 ans qu'on essaie de les réduire un petit peu. On essaie de les réduire à oui, c'est quand même du haut. Voilà. Alors, Anastasie, puis j'ai une dernière question à poser, plus politique pour revenir à la Halle. Anastasie. Je voudrais revenir sur la discrimination positive à l'américaine dont vous parliez, Éric Zemmour, en parlant de ce livre. C'est quand même une politique qui, depuis les années 70, a permis à des femmes, notamment afro-américaines et hispaniques, d'accéder à des degrés, à des emplois de cadres auxquels elles n'auraient jamais eu accès si l'État ne s'était pas emparé de ce problème. Et ce qui peu à peu a mené à ce qu'on arrive à avoir un président afro-américain. Vous avez tout à fait raison. C'est un immense progrès. Et c'est exactement ce que démontrait le livre dont j'ai parlé, qui est que justement, on a fait cette politique-là. Parce que parallèlement, il y a eu paranoïaque. Oui. Attendez, je suis pas sûr. Je ne veux pas jouer au consensuel. Il y a eu un accroissement gigantesque s'il vous plaît, des inégalités sociales. C'est deux mouvements parallèles. C'est-à-dire qu'on a mis en avant. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça va. Mais pas du tout. Dominique Volton, ça a tout à voir. Est-ce que vous voulez être gentil? Est-ce que vous voulez être gentil? 2 secondes. Mais je vais parler. J'ai demandé l'autorisation. Non, vous n'avez rien demandé l'autorisation. Cette politique américaine en faveur des classes défavorisées, aussi bien afro-américaines qu'hispaniques ou autres, a été extrêmement porteuse et extrêmement positive. On peut s'en inspirer. La deuxième chose, c'est que je voudrais juste revenir sur la méconnaissance qu'ont les Français des institutions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une réalité et c'est la raison pour laquelle, justement, parce qu'ils ne connaissent pas les institutions, qu'ils se sont tournés vers la HALD. La HALD qui les a ramenés, qui les a renvoyés vers les institutions idoines. Et donc, il y a véritablement un travail à faire auprès de la population française, je pense, sur comment fonctionnent les institutions françaises et vers qui se tourner. Voilà. Je voudrais qu'on passe au deuxième sujet parce qu'on a déjà largement dépassé. De toute façon, c'est un débat qu'on a très souvent et qu'on aura de nouveau. Sachez seulement, pour vous qui nous écoutez, que Louis Schelzer a terminé son mandat, mais qu'on entendra à la fin des élections régionales pour savoir quel est son successeur, car son successeur doit passer devant des commissions parlementaires, et les parlementaires sont en congé pendant les élections régionales. Le nom de Malek Bouti circule beaucoup. On verra ce qu'il en est. On va parler de la Grèce. On n'est pas les premiers